Ok, bon, ben, alors moi je vais du coup commencer. Alors je vais me présenter. Donc je suis Corinne Faciotti de la délégation régionale INPI PACA à Marseille. Donc je suis chargée de clientèle, comme ma collègue en fait, hein, Karine Nicoli qui est au-dessous. Alors le but en fait de ces webinaires, de ces présentations, hein, c'est plutôt pour sensibiliser justement hein, les porteurs de projets, les entreprise à l'usage de la propriété industrielle. Le but n'étant pas là de vous faire une formation, mais de vous présenter les étapes clés, les préalables nécessaires lors de la création d'une entreprise ou lors d'un projet innovant. Donc, on avait organisé le programme. Est-ce que du coup ça passe? Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous toujours avez… bloqué sur la première. Oui, d'accord. Donc, en fait, moi, il ne passe pas. En fait, il reste bloqué. Est-ce que ce n'est pas des fois en lien avec votre souris? Si la souris, elle est sur un deuxième écran, des fois, ça… Non. Alors, vous savez, je vais peut-être débloquer le deuxième écran. Si je débloque le deuxième écran, ça devrait peut-être marcher. Mais on ne va pas utiliser. Voilà. Du coup, est-ce que… Voilà. OK. Oui, mais je vais prendre l'autre, hein, tout simplement. Et là, je devrais pouvoir marcher en mode… Hop, voilà. Est-ce que là, vous l'avez? Oui, on l'a avec… Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, on est OK à ce niveau-là. Voilà, alors, donc, moi, ce que j'avais prévu donc, de mon côté, hein, c'était, comme je vous disais, de voir un petit peu les préalables en partant de l'idée, hein, lors de la création d'une structure, mais de l'idée, jusqu'à la possibilité de se protéger. Donc, les étapes clés pour de passer de l'idée à la protection. Et à la fin donc, de la présentation, j'envisageais de vous expliquer, enfin vous présenter les différentes aides et accompagnements de l'INPI. La deuxième partie, donc c'est Karine Nicoli qui va vous la présenter, qui était réellement plutôt un focus spécifique sur la marque, puisqu'en fait, il y a réellement une nécessité lors d'une structure de passer par la marque, c'est-à-dire que ce soit le nom de l'entreprise, le nom de la dénomination sociale, le nom commercial, l'enseigne ou le nom d'une marque. Voilà. Donc ça, moi, je ne vous en parlerai pas du tout. Donc, en deux mots, bon, même si on n'a plus besoin de présenter l'INPI, hein, l'INPI, c'est un organisme, effectivement, service public qui s'autofinance. Hein, donc, ce sont nos prestations et nos procédures, nos taxes de procédure qui financent l'INPI. Les fonctions principales sont effectivement, comme toujours, la délivrance des titres et nos actions pour renforcer tout ce qui est loi au niveau de la propriété industrielle au niveau international et d'harmoniser au niveau de la communauté européenne. La lutte, effectivement, contre la contrefaçon, mais du côté délégation régionale, donc nos entités à nous, hein, nous avons 12 antennes régionales. Le but et nos missions sont plutôt côté droit, hein, ce que vous voyez côté droit, c'est-à-dire d'informer, d'accueillir et de réceptionner. On ne réceptionne plus les dépôts, mais on accueille en fait les principaux déposants. Et surtout, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on fait de la sensibilisation et on se déplace auprès des structures. Enfin, on se déplace aujourd'hui, c'est un bien grand mot, mais bientôt on pourra se déplacer auprès des structures et des entreprises pour les sensibiliser. Donc voilà, nos principales fonctions sont côté réellement accompagnement, information, sensibilisation. Le côté délivrance, titre, procédure, nous ne l'avons pas en délégation régionale, ça se fait au siège. Principalement au niveau du personnel, en fait, nous avons donc des chargés d'affaires dans toutes les régions qui sont là justement pour vous accompagner et pour suivre dans les procédures et pouvoir vous aider en fonction de vos besoins. Nous avons aussi des conseillers
internationaux. En fait, on n'en parle pas beaucoup. Ce sont en fait des personnes détachées. Hein. Donc, il y a 10 personnes aujourd'hui dans le monde entier. Donc, vous avez les éléments sur la carte. Je ne vais pas en détailler, mais ça vous permet en fait d'avoir un contact. Lorsqu'il y a, vous avez un conflit, que ce soit au niveau de la contrefaçon, au niveau de, vous avez besoin de savoir comment protéger, comment on fonctionne là-bas. On peut vous donner les coordonnées et vous avez déjà voilà, un petit contact et ça peut être très important. Je vais vous dire 2 mots sur ce que l'on appelle en fait la propriété intellectuelle, puisque l'INPI, en fait, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Hein, c'est ce que vous voyez à gauche de l'écran au-dessous de propriété intellectuelle. Mais l'INPI, en fait, fait partie d'un grand ensemble qui est ce que l'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, la propriété intellectuelle regroupe la propriété industrielle, que sont les 3 titres au niveau de l'INPI, hein, les dépôts de brevets, les dépôts de marques et les dépôts de dessins et modèles. Mais vous avez quelque chose qui est encore plus large. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'INPI, on s'appelle quand même encore Institut national de la propriété industrielle, mais on traite beaucoup plus que les marques, les brevets et les modèles. C'est-à-dire qu'on va travailler automatiquement sur l'autre partie, qui est la propriété littéraire et artistique, donc, enfin, que l'on appelle plus communément les droits d'auteur et les droits voisins. Donc, je ne vais pas m'étendre effectivement là-dessus, mais la plus grosse différence entre la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire que pour les 3 titres de propriété industrielle, l'obligation, enfin plutôt le monopole, il s'obtient par un dépôt obligatoire, par un titre que vous allez déposer, donc vous êtes dans l'obligation d'effectuer un dépôt. À la différence du droit de la propriété littéraire et artistique, les droits d'auteur, qui eux naissent du seul fait de la création, donc du seul fait que vous ayez imaginé et créé quelque chose, que ce soit dans le domaine du design, que ce soit dans la musique, que ce soit, alors plus aujourd'hui, ce que l'on voit beaucoup, c'est au niveau de tout ce qui est logiciel, hein, programmation numérique, hein, il y a énormément donc, de choses, c'est protégé par le biais de ce que l'on appelle les droits d'auteur. Donc, il n'y a pas du tout d'obligation de déposer un titre, puisqu'il n'y a pas de titre de propriété. Seulement, en cas de conflit, cette loi, hein, elle dit que il va falloir que vous puissiez apporter un moyen de preuve incontestable, comme quoi vous êtes l'auteur et apporter cette date en fait de création. Donc, pour pouvoir en fait revendiquer ces droits-là, il faudra donc soit déposer, enfin aller apporter la preuve chez un notaire, un huissier, ou d'autres organismes. Hein. Au niveau de l'INPI, nous avons ce que l'on appelle l'enveloppe solo, donc qui permet de donner date et d'avoir un moyen de preuve. Donc voilà, c'est quand même important de voir cette différence hein, de propriété. Donc même si, comme je vous disais, l'INPI, c'est propriété industrielle, on travaille énormément maintenant avec voilà, les informations sur tout ce qui est droit d'auteur et notamment aussi les cessions de droits d'auteur qu'il faut penser à faire lorsqu'on est avec un graphiste lors de création de… Voilà, mais peut-être ma collègue vous en parlera un peu plus pour pas que je prenne tout ce temps-là. Alors, pour entrer donc… réellement dans le vif du sujet. En général, lorsque l'on crée, voilà, lorsque l'on a un projet, l'important, c'est de se poser la question de savoir ce qui est protégeable. Et très souvent, on arrive avec une idée et on se demande si l'idée elle-même est protégeable. Donc, ce qu'il faut absolument avoir à l'esprit, c'est que les idées, les concepts ne sont absolument pas protégeables. Donc, une idée ou un concept, c'est réellement ce que l'on appelle de libre parcours. On ne peut pas, en fait, protéger une idée. Ce qui va être, en fait, protégeable, ça va être la concrétisation de cette idée. Vous avez, en fait, à l'écran, quelques exemples, en fait, d'idées. L'idée, en fait, ce que vous avez à votre gauche, l'idée
de créer en fait des écouteurs Bluetooth, des écouteurs réduits, portables, ça n'est pas protégeable. Et vous voyez qu'il peut y avoir autant d'écouteurs différents, de formes. Il peut y avoir des brevets sur ces écouteurs-là. Il peut y avoir des marques différentes. Voilà. Il peut y avoir donc des modèles, il peut y avoir du design particulier s'il n'est pas réellement fonctionnel et protégé par un brevet, mais on ne bloquera pas l'idée. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de différents modèles et écouteurs Bluetooth, par exemple, mais on ne bloquera pas cette idée-là. Comme l'autre exemple, qui est plutôt de la location, du service de location dans certains domaines, on ne bloquera pas cette idée de faire de la location, mais on va bloquer le nom, on va bloquer un logo, on va bloquer une mise en page. Par exemple, pour des réseaux sociaux, on va pouvoir bloquer la façon de présenter le graphisme sur l'application, voilà, les différentes thématiques. On va essayer de bloquer ce qui est original, mais on ne bloquera absolument pas l'idée. Ce que j'ai souvent l'habitude de donner comme exemple, c'est en fait la tirelire en forme de cochon. Donc ça, par exemple, la personne qui a eu l'idée de faire une tirelire en forme de cochon, en fait, on ne peut pas bloquer ça. Tout le monde peut en fait créer une tirelire en forme de cochon, mais ce sera à chaque fois l'originalité du cochon tel qu'il est représenté qui sera protégeable. Voilà. Si vous avez des questions, je pense que c'est ce qu'on vous a dit, Marion, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les poser au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de l'idée, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, on peut, au niveau d'un casque, tout simplement, voilà, l'idée d'un casque audio Bluetooth, on peut avoir plusieurs protections, mais plusieurs personnes peuvent déposer effectivement plusieurs noms, plusieurs innovations technologiques s'il y a plusieurs systèmes techniques et plusieurs designs, voilà. Mais il peut y avoir plusieurs casques Bluetooth de protégés. Donc, l'idée générale est de libre parcours. Donc, ça, c'est hyper important à garder à l'esprit. Une fois qu'on a cette idée et que on va essayer de voir ce que l'on peut protéger, il va falloir faire attention à conserver en fait des éléments, donc à conserver des étapes clés pour ne pas perdre en fait cet avantage que vous avez créé. Donc, pour avoir cet avantage-là, la première des choses à faire, tant que vous n'avez pas effectué de protection, là je parle bien tant que vous n'êtes pas encore protégé, c'est de conserver ce que l'on appelle le secret. Donc, il ne faut absolument pas divulguer quoi que ce soit avant d'avoir pu réaliser ce que l'on appelle une protection lorsqu'il en existe. Donc, comment en fait préserver le secret lorsque vous devez effectivement en parler, puisque quelquefois vous êtes obligé, pour essayer d'avancer, d'en parler un petit peu. Donc déjà, ce que l'on va vous conseiller, c'est de mettre la mention confidentielle sur tous les documents que vous allez avoir à fournir. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début de preuve comme quoi vous avez voulu mentionner que c'était secret. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, lorsque vous devez proposer en fait quelque chose à quelqu'un, à une structure, à une entreprise, il faut absolument lui faire signer, avant de lui en parler, un accord de confidentialité. Donc, comme quoi, tous les éléments que vous allez lui fournir, et vous mentionnez bien quels sont ces éléments qui sont mentionnés confidentiels, donc il s'engage à le conserver secret. Alors là, il ne faut pas hésiter à vous faire aider d'un expert pour ces éléments-là. Donc, nous avons, nous, à notre niveau, au niveau de l'INPI, des permanences, nous organisons des permanences totalement gratuites, effectuées donc par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle, donc des experts en brevet, en marque, mais aussi et surtout donc dans ce cadre-là, des avocats spécialisés. Donc, l'avocat ne va pas vous rédiger le document, ça c'est clair. Maintenant, si vous avez préparé déjà quelque chose, il pourra déjà avoir un regard là-dessus et vous donner des précieux conseils. Donc ça, n'hésitez pas à nous demander les créneaux et on pourra vous prévoir ce genre de choses-là. Donc, faire signer des accords de confidentialité avant de communiquer quoi que ce soit.
Si vous êtes déjà créé, vous avez une structure, vous avez des salariés, vous avez en fait des éléments qui sont à conserver totalement secrets, il faut absolument dans les contrats de travail, dans le règlement, dans les bâtiments, essayer d'instaurer réellement un système de confidentialité, ne pas tout montrer, ne pas tout donner lorsqu'il y a du savoir-faire, ça c'est sûr, essayer de voir comment découper les différentes étapes. Donc ça, voilà, ce sont des petits conseils de bon sens. Et puis, essayer de sensibiliser, excusez-moi, vos salariés et les stagiaires. Attention au côté stagiaire, là on ne va pas s'y étendre, mais attention, le stagiaire, il faut absolument lui faire dans son enfin pas une attestation, mais réellement dans ces éléments de stage, lui mentionner qu'il a obligation de confidentialité et ne pas lui donner beaucoup d'éléments. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que j'aurais à vous dire? Surtout, voilà, ne dites pas grand-chose. Ce n'est pas pour être paranoïaque, hein, mais essayez au maximum d'être discret tant que vous êtes au départ et que vous en êtes au niveau de l'idée. Voilà. Une fois que vous avez quand même conservé votre secret, c'est bien d'avoir le secret, hein, d'avoir conservé ce secret, mais ce secret dans votre tête, il n'a en fait aucune valeur. Il va falloir ensuite le formaliser, en fait, le matérialiser, et ensuite aller le dater. Même s'il n'y a pas voilà, d'obligation de dépôt officiel, il va falloir essayer d'aller le dater. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, le dater, vous pouvez aller utiliser ce que vous voulez à partir du moment où vous avez une preuve incontestable. Donc, vous avez à l'écran différents moyens de preuve commodes. Au niveau de l'INPI, nous, on va vous proposer l'enveloppe solo électronique, mais vous pouvez effectivement aller voir des organismes un peu plus spécialisés en fonction de votre idée. Si vous êtes dans le logiciel, dans les applications, vous allez aller voir l'APP, qui est l'Agence pour la protection des programmes, qui est plus adaptée et qui va pouvoir vous proposer même des services en plus, des services d'entiercement, en fait, des systèmes qui sont plus adaptés à ça. Vous pouvez, si vous êtes dans le domaine de la recherche, utiliser plutôt les cahiers de laboratoire hein, du réseau Curie, qui sont vraiment adaptés à ça. Après, ben, vous avez la possibilité de voir un notaire, un huissier, ou d'utiliser effectivement, en fonction de ce dont il s'agit, la Société des gens de lettres, la Société des auteurs multimédia, ce sont les données que l'on vous a mis à l'écran. Hein. Donc, le but, en fait, de ces preuves-là, en fait, ça n'est pas un titre de propriété, hein, ça, attention, je tiens à vous le signaler, mais ça vous permet, en fait, de prouver que vous êtes bien à l'origine de quelque chose et lorsque vous faites signer derrière des accords de confidentialité, vous faites référence à ce que vous avez daté. Donc, c'est plus sérieux lorsque vous êtes en négociation aussi avec des partenaires, que le partenaire sache que vous avez fait attention, que vous avez formalisé, que vous avez daté. Voilà. Et surtout, c'est hyper important, mais ce n'est peut-être pas voilà, le cas pour tous, lorsque vous envisagez un dépôt de brevet derrière, d'avoir déjà formalisé, daté, pour pouvoir ensuite prouver. Ça permet d'avoir ce que l'on appelle un droit de possession personnelle antérieure par la suite. Donc ça, je ne vais pas m'y étendre. Hein. Une fois que vous avez pris ces précautions-là, donc le secret, les accords, la confidentialité, la datation, la formalisation, mais qui reste secrète. Hein. Je n'ai pas parlé de publication. Tous ces éléments-là restent totalement secrets. Une fois que vous en êtes là, vous allez pouvoir voir, vous poser la question de comment je vais pouvoir me protéger. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour me protéger avec la propriété intellectuelle? Et là, donc, il va falloir que vous choisissiez les bons outils. Au niveau de la propriété industrielle, vous allez avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, les 3 titres de propriété à votre disposition. Donc, on a vu tout à l'heure, hein, en fonction de ce dont il s'agit. S'il s'agit d'une innovation technique, vous allez, excusez-moi, pouvoir utiliser le dépôt de brevet d'invention. Donc, la définition, c'est la solution technique à un problème technique. Donc là, il faudra effectuer des recherches pour savoir si vous êtes réellement dans les critères de brevetabilité, si on est sur de la nouveauté, donc il y a des bases de données possibles. Donc là, vous allez pouvoir
effectuer tout ça avec nos services, hein, nos bases de données en ligne. S'il s'agit d'un design original, donc là, vous allez utiliser le dépôt de dessins et modèles. Donc, vous avez l'exemple là d'un siège, hein, donc la forme en fournissant des photos, des dessins que vous allez insérer en ligne, hein, sur notre site. Donc, ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'on est aujourd'hui à l'ère de la totale dématérialisation. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous rendre auprès de l'INPI, hein, dans les délégations, pour déposer physiquement. Tout va se faire en ligne, il faut créer un compte en ligne et déposer totalement en ligne. Donc, je ne vais pas m'étendre en fait sur la protection, les types de protection. Ce que vous verrez avec ma collègue, puisqu'on a décidé de faire plutôt un focus, vous verrez en fait la protection, enfin les critères de protection d'un nom, hein, d'une marque. Voilà. Donc, à côté de ça, vous pourrez aussi choisir, je vous disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de protection possible par le brevet, vous pourrez peut-être protéger d'une façon approximative, hein, par le droit d'auteur. Il se peut qu'au niveau d'un logiciel, la seule chose que vous puissiez protéger, c'est pas péjoratif, mais le nom de la marque, et déposer en fait les codes sources au niveau du droit d'auteur à ce niveau-là. Et puis tout ce qui est en fait design, mise en page, voilà. Donc, il faut absolument choisir et ensuite se renseigner sur ce qui va être important et quels sont les bons titres à utiliser. Sachant que l'important est de ne pas, voilà, d'essayer de ne pas divulguer, de ne pas faire quoi que ce soit, de ne pas pouvoir être antériorisé lorsque vous envisagez de déposer un titre de propriété. Il existe une autre possibilité au niveau d'une protection qui n'est pas une protection en soi, qui est en fait le secret dans le cadre d'un savoir-faire. Il faut se dire que lorsqu'il n'existe pas, il n'y a pas la possibilité de brevet, je vais prendre l'exemple de Coca-Cola ou de Nutella, hein, là, en fait, il n'y a pas la possibilité, enfin, les organismes plutôt ont choisi de ne pas divulguer leur secret, leur savoir-faire, et ont conservé en fait ce secret. Donc, il y a une énorme valeur, hein, dans leur protection, mais la valeur, elle n'existe seulement parce qu'ils ont réussi à conserver le secret. Donc ça, c'est quand même quelque chose de valable, mais de très compliqué à conserver. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et je vais passer maintenant aux différentes aides et accompagnements de l'INPI. Donc, l'INPI, en fait, pour pouvoir effectivement vous aider dans ces démarches-là, hein, que ce soit de l'idée au projet, hein, directement, a mis en place différents accompagnements. On va les voir rapidement, hein, parce que si vous avez besoin ensuite d'informations, vous pourrez nous contacter pour que ma collègue puisse ensuite continuer la deuxième partie. Donc, nous avons différents accompagnements adaptés en fonction de vos besoins. Le premier en fait accompagnement est ce que l'on appelle le programme Startup. Le programme Startup, en fait, c'est un accompagnement sur la durée. C'est en fait, on va en fait rencontrer la startup à différents moments de la vie de l'entreprise, voilà, que ce soit par des rendez-vous téléphoniques ou en se rendant sur place, et on va émettre dans un premier temps, lorsqu'on a vu la structure la première fois, émettre ce que l'on appelle un plan d'action en propriété industrielle, des recommandations en fait, hein. Elle n'est pas obligée, hein, de les tenir, mais le but, c'est qu'en fait, elle avance au fur et à mesure du temps et qu'elle devienne en fait pas experte, mais qu'elle réussisse à augmenter et à développer sa stratégie au fur et à mesure du temps. Donc, on va organiser plusieurs rendez-vous sur la durée, hein. Ça peut durer 1 année à 2 années. Et on va, à un moment, réaliser un audit. C'est un peu un diagnostic par un document, en fait, un outil que l'on appelle empreinte pays, qui va permettre de voir l'évolution de la stratégie de l'entreprise au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on la rencontre. Le but de cet outil, c'est d'essayer de voir son évolution
voir si elle a réussi à être plus performante en propriété industrielle. Et le but à terme, c'est de lui fournir à l'issue une lettre de soutien à l'innovation qui pourra lui servir, que ce soit pour valoriser, hein, c'est vraiment en fait un document qui est important au niveau de tout ce qui est levée de fonds, pour valoriser, pour considérer qu'elle est plus compétitive. Donc, voilà, c'est un programme ambitieux, mais qui commence à bien fonctionner. Alors, c'est totalement, je ne l'ai pas précisé, mais tous ces programmes-là sont totalement gratuits. C'est vraiment l'INPI qui vraiment propose ces services-là. Nous avons un deuxième programme qui est beaucoup plus connu, qui est ancien, qui est le prédiagnostic propriété industrielle. Le prédiagnostic propriété industrielle, c'est aussi en fait un diagnostic, mais on est plus sur une entreprise qui a déjà des projets, qui a déjà un petit peu, elle n'est pas totalement organisée, mais elle pratique quand même un peu la propriété industrielle et elle voudrait réellement avoir une stratégie en interne un peu plus importante. Donc là, on va réaliser un audit d'une demi-journée en entreprise et on va réellement remettre ce que l'on appelle un rapport. Donc là, on va rédiger un rapport en émettant des recommandations pour que l'entreprise ensuite puisse évoluer et vraiment grandir en organisant sa stratégie en interne. Donc, c'est un petit peu plus haut que le programme Startup. On n'est pas au même niveau. On est plus sur une PME, on va dire. Voilà. C'est totalement gratuit, financé complètement par l'INPI aussi. Ensuite, nous avons créé, à la suite de ces programmes-là, un soutien financier, ce que l'on appelle le PASPI. En fait, pourquoi on a créé ce soutien financier? On s'est rendu compte qu'à la suite de rendez-vous, de visites, de prédiagnostics, l'INPI émettait des recommandations, mais qui, très souvent, n'étaient pas suivies d'effet. Donc, on s'est posé la question, quel était ce frein à l'organisation et à la réalisation des actions en propriété industrielle. Et on s'est rendu compte que les entreprises, en fait, le frein, c'était l'argent. C'est-à-dire que pour pouvoir ensuite réaliser les recommandations, il fallait qu'elles rencontrent des experts, donc des conseils en propriété industrielle ou des avocats spécialisés, et que ça avait un coût. Donc, comme on a considéré que c'était quand même hyper important d'être réellement bien accompagné et d'avoir vraiment quelque chose de très bien cadré par un expert, on a créé ce soutien qui s'appelle le PASPI. Le PASPI, en fait, c'est un soutien financier pour que les entreprises puissent engager les recommandations par l'aide d'un expert. Donc, comment ça fonctionne, en fait? Les entreprises vont contacter, donc à partir du moment où nous, on a émis une recommandation, les entreprises vont contacter un expert. Donc, les recommandations, elles peuvent être à différents niveaux. Vous les avez là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des recommandations qui est de réaliser une recherche ou une étude de liberté d'exploitation s'il s'agit de brevets. Ça peut être d'aller déposer, si vous vous envisagez de partir à l'export, ça peut être d'aller déposer votre marque à l'export ou le modèle à l'export. Ça peut être d'être accompagné par un avocat spécialisé pour de la licence ou pour un contrat de partenariat. Donc, voilà, il y a plusieurs domaines éligibles à ce PASPI. Et donc, au niveau du fonctionnement, la personne va contacter un expert et l'expert va réaliser un devis. Le devis doit être plafonné à 6 000 €. Donc, la structure va nous fournir un devis à 6 000 € maximum et l'INPI, en fait, va pouvoir, donc on va réaliser quand même un petit comité pour vérifier que tout est correct et que l'entreprise est quand même éligible, puisqu'on est sur quand même des PME innovantes. Il faut qu'on considère que l'entreprise est bien innovante. Et on va pouvoir donc financer 50% du montant de la prestation par le conseil. Et normalement, nous, au niveau de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec l'aide de la région Sud, nous avons un partenariat, une convention. On va pouvoir encore rajouter 25%. C'est-à-dire qu'au niveau de l'INPI et des entreprises en région PACA,
on peut financer, nous, 75% du montant de ces devis-là. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui sont plafonnées. Hein. On ne peut pas avoir plus de trois passe-pays dans la vie de l'entreprise. Mais bon, c'est quand même une aide, ça fonctionne énormément au niveau de l'INPI. C'est quelque chose que les entreprises utilisent et sont très, très contentes de ces prestations-là. Voilà, je vais arrêter parce que je pense que j'ai pris pas mal de temps et je vais laisser la suite à ma collègue. Je vous ai laissé mon contact. Je pense que ma collègue va vous donner ensuite le sien. Vous avez tous nos contacts pour nous contacter directement. Et n'hésitez pas de toute manière, même si on ne peut pas nous venir vous aider à déposer, vous ne pouvez pas venir déposer, on est là pour venir vous accompagner et on pourra se déplacer, je pense, à un moment. Voilà, je vais arrêter le diaporama et je vous laisse reprendre la main. L'ensemble des supports pourront être remis aux participants aussi. Bien sûr, avec la liste, je leur diffuserai, si vous voulez bien me transmettre les supports, je les leur diffuserai. Absolument. Donc, moi, j'ai arrêté le partage pour que ma collègue puisse reprendre la main. Alors, voilà. Bonjour, donc moi, comme ma collègue, je travaille à l'INPI, à la délégation de Marseille. Je suis donc Karine Nicoli et je suis également chargée de clientèle à la délégation régionale. Donc, comme Corinne vous a dit, je vais faire un focus sur le dépôt de la marque parce que je pense que c'est l'élément principal lorsque vous voulez créer une entreprise. Même si vous ne déposez pas votre nom à l'INPI, il est primordial d'avoir des prérequis et de savoir qu'il est impératif de faire des recherches avant de vous inscrire au registre du commerce. Donc, on va regarder un petit peu ce que c'est une marque. Donc, je vais vous donner la définition de la marque. On va voir les conditions de validité de la marque et ensuite les étapes préalables au dépôt de la marque. Donc, qu'est-ce qu'on peut déposer ou qu'est-ce qui est protégeable ou est-ce qu'une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, le nom d'une association, un nom de domaine Internet ou un pseudonyme peuvent être protégés. Tous ces éléments-là ont une protection. Effectivement, quand vous avez un nom de société ou un nom d'association, que vous êtes inscrit soit auprès du registre du commerce et des sociétés, soit auprès de la préfecture, si vous avez un site Internet qui est actif, ces éléments-là, ces noms sont effectivement protégés. Mais si vous devez agir contre une personne qui utiliserait le même terme que vous ou un nom similaire, pour agir, il va falloir arriver à prouver que ces personnes vous portent préjudice. Vous allez pouvoir agir sur la base de la concurrence déloyale, mais il faut prouver le préjudice, ce qui des fois est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut démontrer que les deux noms sont très ressemblants, que les clients ou les fournisseurs se trompent de société. Ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que quand vous avez un nom de société, pour avoir vraiment une protection nationale et entre guillemets pour un petit peu tranquille et pour pouvoir agir efficacement et automatiquement contre des personnes qui reprendraient le même terme que vous pouvez déposer ce nom commercial, ce nom de domaine, votre nom d'association en tant que marque. Parce que quand vous avez un dépôt de marque, au contraire d'une simple dénomination sociale, vous pouvez automatiquement agir, même si la personne ne vous porte pas préjudice. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une marque? En fait, la marque, la définition, on dit que la marque de produit ou de service est un signe servant à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. Ce signe, pour pouvoir être représenté dans le registre national des marques,
de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une marque permet de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. Il existe actuellement 11 types de marques. Vous avez la marque verbale, donc la marque verbale va protéger simplement un nom, par exemple Coca-Cola. Vous avez la marque figurative qui va englober un nom plus un élément graphique. Vous avez une marque de couleur. Vous avez la marque de forme, anciennement marque tridimensionnelle. Donc la marque de forme va permettre de protéger un packaging, un conditionnement, la forme de votre produit. Il existe aussi la marque sonore. Donc là, vous allez pouvoir protéger un son, une portée. Une marque hologramme. Vous avez la marque de mouvement. Donc la marque de mouvement, elle est composée d'un mouvement ou changement de position d'un ou plusieurs éléments. C'est par exemple le cas du mouvement du logo de Windows. Vous avez une marque, la marque multimédia. La marque multimédia est composée d'une combinaison d'images et de sons. La marque de position, elle permet de protéger un élément graphique sur le produit. C'est bien souvent, par exemple, la marque de position, ça pourrait être la semelle rouge des chaussures. Ça peut être un logo positionné d'une certaine façon sur un vêtement ou une chaussure. Vous avez une marque de motif qui est composée d'un ou plusieurs éléments qui se répètent de façon régulière. Ça peut être par exemple les motifs de la marque Louis Vuitton. Et vous avez, alors je ne sais pas pourquoi, marque autre. Ça doit être une erreur, je pense. Donc là, je vous ai mis des exemples de marques. Vous voyez, là, vous avez ici Titeuf, donc c'est une marque verbale avec un logo. Donc, cette marque-là est considérée comme une marque figurative. Ici, c'est également une marque figurative, un graphisme plus une marque verbale. Donc, tout ça, ce sont des éléments des marques figuratives. Ici, c'est simplement une marque figurative, donc vous voyez qu'on peut protéger simplement un élément visuel, un dessin, un logo. Ici, nous avons une marque de forme, parce que là, on a protégé la forme de la bouteille, le conditionnement du produit. Également ici et ici, ce sont donc des marques de forme qui protègent le conditionnement. La Goldwyn Mayer a protégé comme marque sonore le rugissement du lion. Et là aussi, vous voyez qu'on peut déposer une marque sonore en déposant une portée musicale. Par contre, on ne peut pas protéger à l'INPI des marques olfactives, gustatives et tactiles parce qu'en fait, ces marques-là, on ne peut pas les représenter dans le dépôt. Et surtout, les titulaires de marque ou les personnes qui voudraient déposer un nom ne peuvent pas faire des recherches sur ce type de marque-là. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est impossible de faire ces dépôts. Quand vous faites un dépôt de marque, donc on a vu qu'une marque, ça permet de protéger un type de produit ou de service. Donc quand vous allez faire votre dépôt de marque, il va falloir indiquer tous les produits ou tous les services que vous allez faire sous ce nom-là. Ces produits et ces services sont répertoriés dans la classification internationale de Nice, qui comporte 34 classes de produits et 11 classes de services. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire votre dépôt, votre recherche, vous allez indiquer le nom que vous recherchez, vous allez mettre la classe dans laquelle vous allez vous trouver et vous allez regarder ce qui ressort au niveau des bases de données. Si une marque ressort pour des produits ou des services complètement différents, les deux noms pourront coexister. Vous avez là, par exemple, le cas de la marque Montblanc, qui existe aussi bien pour des crèmes dessert que pour des stylos. Ce sont deux marques identiques, mais pour des produits complètement différents.
C'est pour ça qu'il est très important. Des fois, on a des personnes qui nous contactent, qui nous disent « j'ai fait des recherches, mais ma marque existe ». Donc, on leur dit « regardez quel type de produit ou de service la personne a déposé ». Si ce sont des produits complètement différents, qu'il n'y a pas lieu de confusion entre les deux activités, les marques pourront coexister sans problème. Quand vous faites un dépôt de marque, il faut surtout bien indiquer les produits ou les services que vous faites à l'heure d'aujourd'hui, mais aussi ce que vous envisagez de faire plus tard. Parce que quand vous allez faire un dépôt de marque, il est impossible de modifier par la suite votre dépôt. Si, par exemple, aujourd'hui, vous faites que des vêtements et des sacs, donc vous allez avoir la classe 25 et la classe 18, mais si dans un an, vous vous dites, eh bien, tiens, maintenant, je vais étendre mon activité et je vais faire des cosmétiques, donc les cosmétiques relèvent de la classe 3, ben, vous ne pourrez pas rajouter la classe 3 dans votre dépôt de marque. Il faudra refaire un dépôt, donc repayer des taxes et bien sûr refaire des dépôts à l'international si aussi vous avez étendu votre marque dans d'autres pays. Quand vous faites donc le dépôt de la marque, le nom est protégé sur les territoires où vous avez demandé la protection. Ça veut dire que si vous avez fait un dépôt français, votre marque est simplement protégée sur le sol français. Si votre activité est à l'extérieur de la France, si vous voulez étendre votre activité au niveau européen ou au niveau international, il faudra effectuer des dépôts de marque, soit faire un dépôt de marque européen, soit faire un dépôt de marque international en désignant le ou les pays dans lesquels vous voulez protéger le nom. Pour faire ces extensions, vous avez ce qu'on appelle un délai de priorité. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre dépôt de marque français, à partir du jour de votre dépôt, vous avez un délai de priorité de 6 mois pour étendre la protection de votre marque à l'étranger. Si vous faites votre dépôt de marque dans ce délai de priorité, la date de protection repartira à la date de votre dépôt français. Donc, on a vu que pour déposer une marque, vous allez déterminer bien sûr des classes et vous avez vu les différents types de noms que vous allez pouvoir déposer. Mais toutes les marques ne peuvent pas être protégées à l'INPI. Certains termes sont interdits. Vous ne pouvez pas déposer une marque qui est constituée d'un signe interdit. Vous ne pouvez pas déposer un nom qui serait accompagné du drapeau officiel français ou d'un drapeau d'un autre pays, des anneaux olympiques. La marque ne doit pas être non plus constituée d'un signe illicite. Par exemple, la marque Chichon pour tout ce qui est produits cosmétiques a été interdit. Si votre marque contient le terme mafia, elle risque de ne pas être non plus protégée à l'INPI. Tous les slogans qui, de type ABBA, par exemple, et un type de personne ou un type ou un pays, ces termes-là sont aussi interdits. La marque ne doit pas être déceptive sur la qualité des produits, sur la composition des produits, sur la nature et sur l'origine des produits. Par exemple, vous ne pouvez pas déposer le terme Évian fruité pour une boisson à base de fruits qui ne contiendrait pas de l'évian. Donc, pour ça, tous ces éléments-là, il faut vraiment faire attention quand vous avez décidé de déposer un nom ou d'utiliser un nom. Une fois que vous avez trouvé un nom, que vous avez vu qui rentre dans les critères d'acceptabilité pour le dépôt de la marque, il va falloir faire attention et bien vérifier que ce nom est disponible. La marque, en effet, ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur, notamment à une marque antérieure, à une dénomination sociale, à des droits d'auteur, aux droits de la personnalité des tiers, à un nom de domaine. Et bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à un certain type de produit ou de service. Pour faire ce type de recherche, vous pouvez aller déjà sur la base de l'INPI. Donc, quand vous êtes sur le site de l'INPI, vous allez dans Services et prestations et vous avez accès à nos bases de données. Donc, la base des marques va vous permettre de vérifier si le nom a été protégé. Donc,
Pour faire ces recherches, c'est très simple. Il suffit d'indiquer ici le nom de la marque. Dans ce cadre-là, vous mettez le ou les classes dans lesquelles vous voulez effectuer votre dépôt. Vous faites rechercher. Donc là, vous avez les différents champs. Vous pouvez bien sûr rechercher par déposant. Par exemple, vous voulez savoir toutes les marques déposées par votre concurrent. Ici, dans le cadre déposant, vous mettez le nom de votre concurrent. Vous cliquez sur rechercher et vous aurez toutes les réponses. Une fois que vous avez cliqué sur rechercher, ça va vous sortir une liste de marques. Donc là, vous avez le nom de la marque. Vous avez ici le déposant et vous avez ici les classes dans lesquelles la personne a demandé le dépôt de la marque et son statut. Vous savez, si la marque est simplement publiée, ça veut dire que le dépôt est très récent, pour aller jusqu'au statut demande enregistrée. Pour voir le détail d'une marque, par exemple, vous vous dites, tiens, Chanel à beauté succultive, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont protégé dans la classe 41. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, mais quand vous faites un dépôt de marque, vous n'êtes pas protégé pour le numéro de la classe. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous indiquez dans la classe. Les numéros de classe, c'est purement administratif. C'est en fait pour savoir combien vous devez régler de taxes à l'INPI. Le plus important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur de la classe. C'est vraiment votre libellé. Si un jour il y a un souci que vous devez agir en contrefaçon de marque, le juge va regarder votre libellé. Il ne va pas simplement regarder le numéro de la marque, de la classe. Donc, vous vous dites, tiens, Chanel à beauté succultive, ça m'intéresse, je veux voir ce qu'ils ont mis dans la classe 41. Donc, vous pouvez cliquer sur la marque et là, vous avez sa fiche en détail. Et vous voyez que, par exemple, pour la classe 41, Chanel a déposé tout ce qui est organisation et conduite d'exposition, de spectacles, séminaires, etc. Donc, dans la classe 41, ils ont protégé tout cet élément-là. Donc, ça, c'est vraiment très important d'avoir le détail de la marque. Pour les sociétés, vous pouvez faire des recherches soit au niveau d'Infogreffe ou alors sur société.com. Et là, c'est pareil, vous rentrez le nom que vous recherchez, le nom que vous voulez donner à votre entreprise ou à votre marque. Vous cliquez sur la loupe et vous avez le détail des différentes sociétés inscrites au registre du commerce avec leur activité. Pour faire des recherches et voir si un nom de domaine existe, là, vous pouvez utiliser différents types de moteurs de recherche. Donc là, on a mis quelques-uns comme Google, Ecosia, Yahoo, mais tout type de moteur de recherche est valable. Donc, ça, c'est vraiment la première recherche, parce que cette recherche que vous faites sur nos bases de données, c'est simplement une recherche à l'identique. Ça permet de vérifier si, à l'identique, le nom n'a pas fait l'objet d'une protection. Par contre, il faut savoir que la contrefaçon se juge aussi par rapport à l'aspect phonétique et intellectuel. Donc, ce type de recherche-là, soit vous passez des heures entières sur notre base de données à essayer de jouer phonétiquement ou orthographiquement sur notre base de données, ce qui des fois n'est pas évident. Sinon, vous pouvez demander une recherche plus approfondie à l'INPI. Et là, notre service va balayer toutes les ressemblances phonétiques et intellectuelles par rapport au nom que vous nous demandez. La recherche est payante, elle a un coût de 52 € et vous recevez le résultat à peu près sous 48 heures par mail. Donc là, on a mis des exemples de similitudes orthographiques. Vous voyez, Coca-Cola et Coca-Cola, c'est deux marques déjà phonétiquement qui sont très ressemblants. Donc, c'est considéré comme deux marques identiques. Célio et Célio, c'est sûr que ça ne s'écrit pas de la même façon, mais phonétiquement, c'est la même chose. Si toutes les deux sont dans la classe des vêtements, ça sera considéré comme le même nom de marque. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des similitudes intellectuelles. La vache qui rit par rapport à la vache sérieuse. Intellectuellement, conceptuellement, c'est un petit peu la même chose. Si c'est pour des produits identiques ou similaires, pour des produits laitiers, le juge va considérer que ce sont les mêmes marques. Quand vous demandez la recherche à l'INPI, voilà le résultat que vous recevez. Donc là, vous avez le numéro de la marque. Vous recevez donc ici, vous avez la liste des marques déposées avec les classes.
L'INPI ne vous dira jamais oui ou non, vous pouvez déposer. Nous, on va simplement vous envoyer un listing de marques qui y ressemblent. Après, c'est à vous d'analyser le résultat et de voir si vous pouvez ou non déposer. Donc, si vous recevez ce type de résultat et que vous voyez que vous avez quand même des marques similaires ou vous ne savez pas trop, le mieux, c'est de nous contacter. Nous, déjà, on a l'habitude, on va vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et surtout, vous pouvez prendre rendez-vous soit avec notre permanence d'avocats ou avec la permanence des cabinets conseils spécialisés en marque. Hein, ce sont les rendez-vous gratuits que Corinne vous a dit tout à l'heure. Donc, ces personnes-là, lors des permanences, vont vous dire « Attention, il y a un risque, il vaut mieux ne pas déposer » ou « Oui, il y a peut-être un risque, mais peut-être que vous pourrez argumenter de telle ou telle façon pour essayer de vous défendre. » Ils sont tellement habitués à avoir des actions de contrefaçon de marque qui vous donnent de bons conseils et vous disent réellement si oui ou non vous pouvez déposer, ou si vous déposez qu'il y a un risque, ils vous disent « Attention, il vaut mieux éviter » ou vous pouvez avoir un problème, mais à ce moment-là, on essayera peut-être d'argumenter de telle ou telle façon. Une fois donc que vous avez trouvé le nom, que vous avez fait vos recherches, que vous avez vu que le nom est disponible par rapport à votre activité, il va falloir faire le dépôt de la marque. Donc, actuellement, tous les dépôts se font sur le site de l'INPI. Donc, une fois que vous avez créé votre compte en ligne, vous allez avoir accès à notre formulaire de dépôt. Et là, vous allez remplir le formulaire de marque. Donc, vous allez indiquer qui seront les titulaires de la marque, le nom de la marque, les types de produits ou de services pour lesquels vous voulez protéger le nom. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à régler le dépôt. Le coût d'un dépôt de marque, c'est, alors là, j'ai une petite erreur, c'est 190 € pour une classe et 40 € par classe supplémentaire. Au niveau de l'INPI, nous, on ne va pas vérifier si la marque est disponible ou non. Ça, c'était à vous de le faire auparavant. Nous, ce qu'on va regarder, c'est simplement voir si la marque n'est pas descriptive, si elle n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, si elle n'est pas illicite, s'il y a bien des produits et des services, s'il y a bien un déposant. Si tout ça y figure, à ce moment-là, la marque va être publiée. À partir de la date de la publication, les tiers ont un délai de 6 semaines, un délai de 2 mois pour s'opposer à l'enregistrement de votre marque. Passé ce délai d'opposition, s'il n'y a pas eu d'opposition, votre marque sera alors enregistrée et vous aurez un titre valable pour 10 ans. Ensuite, vous pourrez bien sûr renouveler la marque et ça indéfiniment. Donc, on a vu que vous avez fait un dépôt, vous avez rempli le formulaire de dépôt français, donc vous n'avez qu'une marque française. Si ensuite vous voulez étendre votre activité dans d'autres pays, donc comme je vous disais, vous avez un délai de 6 mois de priorité par rapport à votre dépôt français. Là, vous avez plusieurs types de voies possibles, soit la voie communautaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un titre unique pour les 27 pays membres de la communauté européenne. Vous allez pouvoir utiliser la voie internationale. Donc là, vous allez choisir le ou les pays dans lesquels vous voulez protéger votre nom. Par contre, si vous n'avez qu'un seul pays qui vous intéresse, à ce moment-là, il faudra peut-être mieux passer par la voie nationale, ça sera moins cher. Mais là, il faudra faire le dépôt directement auprès de l'office dans lequel vous voulez avoir une protection. Et il y aura bien sûr autant de formalités que de pays que vous choisissez si vous optez pour la voie nationale. Donc en fait, vous allez choisir le type de voie, soit voie internationale, soit voie communautaire, soit voie nationale, suivant les types de pays dans lesquels vous voulez protéger votre marque. Voilà, c'est vrai que... Hop, mince. Donc moi, là, j'ai fini avec mon diaporama. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis allée un peu vite parce que on manque un petit peu de temps. Mais si vous avez des questions, on peut vous répondre avec Corinne. Ou si vous avez pour l'instant pas de questions, mais des questions qui vous viennent plus tard, vous nous envoyez un mail et on répond sans problème.
Bon, c'était Vous très clair. avez évoqué pardon, vous avez évoqué l'une comme l'autre tout à l'heure, justement, la permanence des experts, des avocats. Oui. Oui. Concrètement, peut-être comment retrouver ce calendrier des permanences? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Est-ce qu'on le trouve sur le site éventuellement? Comment Ben, se en pose? fait, les permanences, elles se tiennent. Alors, on en a plusieurs de permanences. Alors, actuellement, comme c'est des permanences téléphoniques, les gens ils peuvent aller un petit peu de partout. On a Montpellier, Marseille et Nice. Donc, Montpellier, c'est le jeudi. Alors, il y a une permanence par mois brevet et une permanence par mois marque le jeudi. Au niveau de Marseille, c'est des permanences tous les mardis. On a 3 permanences brevets, une permanence marque et une permanence avocat. Et sur Nice, c'est le mercredi et c'est une permanence par mois, c'est une permanence brevet, une permanence marque. Donc le mieux, c'est que les personnes qui sont intéressées par ce type de permanence nous téléphonent. Comme ça, nous, on voit le planning, on voit les disponibilités. Et puis actuellement, ben, on peut les mettre soit sur Montpellier, soit sur Nice, soit sur Marseille, puisque ce sont des rendez-vous pour l'instant téléphoniques. Et c'est des rendez-vous voilà, gratuits qui durent environ une demi-heure. Alors là, on vous a parlé en fait des permanences d'experts. Maintenant, de toute manière, au niveau de l'INPI, on peut effectivement, à partir du moment où il y a une structure ou un porteur de projet qui a réellement besoin déjà d'informations, on peut réaliser, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne se déplace pas, mais aujourd'hui, on peut réaliser ce qu'on appelle des télévisites. Donc, on peut très bien, voilà, que ce soit des entretiens téléphoniques ou quelque chose d'un peu plus long. Donc là, on est de ce côté-là, nous, on peut déjà avoir des premiers éléments. Si après, il y a besoin d'une expertise particulière, là, on peut donner des rendez-vous. Le site internet, notre site inpi.fr a fait regorge d'éléments, et il y en a peut-être un peu trop, mais si vous allez sur nos implantations, vous allez avoir accès à la délégation régionale qui vous concerne, et vous avez les éléments sur les permanences, vous avez tous ces éléments-là, ils sont effectivement sur le site. Merci Donc, de préciser ces modalités. Oui, je pense que c'est important. Ça, et puis même si les personnes veulent ont simplement une question, que ce soit sur les marques, brevets, modèles ou droits d'auteur, ils nous téléphonent et on fait des rendez-vous aussi téléphoniques. Voilà. C'est vrai que les rendez-vous dans les permanences marques, brevets, c'est vraiment quand ils ont une question bien spécifique. Quand voilà, ils ont des problèmes de contrefaçon, lorsqu'ils ont fait des recherches et qu'ils voient qu'il y a un nom similaire, ils veulent savoir comment faire, ou par rapport au brevet, s'ils veulent savoir si vraiment leur innovation est protégeable ou non en tant que brevet. Mais après, en règle générale, pour les procédures ou les renseignements d'ordre généraux, nous, au niveau on prend les rendez-vous. Si ce ne sont pas des créateurs d'entreprises ou s'ils sont vraiment qu'au début. Quand ce sont vraiment les entreprises, comme dit Corinne, on peut faire des visites pour qu'ils puissent bénéficier après de nos prestations Passe-Pays, Prédiag et autres. Oui, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas indiqué, mais le préalable, en fait, pour pouvoir bénéficier ensuite des prestations, c'est qu'on qu'on ait eu un premier entretien qualifié télévisite minimum, quoi. Et là, du coup, il y aura eu des recommandations et ça permet d'aller plus loin et de bénéficier de nos accompagnements. Je ne sais pas si Olivier ou Marion ont des questions. Manifestement pas, donc c'est que vous étiez parfaitement clair et en tout cas, c'est une très synthétique mais essentielle sensibilisation. C'est un vrai sujet dans le cadre de la création d'entreprise. Je pense qu'on ne dira jamais assez aux porteurs de projets d'être extrêmement vigilants dès l'instant où ils développent leur idée, leur concept, qu'ils réfléchissent à une marque au nom de leur entreprise, dès le départ, vraiment avoir un réflexe, c'est le vôtre, de vous solliciter, parce que l'impact derrière sur l'entreprise est très lourd de conséquences dès l'instant où on a développé des documents, des plaquettes, qu'on a créé le site, qu'on commence à être connu. S'il faut tout changer et surtout subir éventuellement des démarches judiciaires envers un concurrent qui
vous identifie sur un territoire, même les territoires ruraux, hein. On a de fameux exemples sur les Hautes-Alpes pour vous dire très clairement que oui, c'est essentiel, c'est très fondateur et c'est surtout la perspective de pérennité de votre entreprise qui peut être largement impactée si dès le départ, vous n'avez pas appréhendé ces sujets. Comme vous le disiez, hein, même le dépôt du nom d'une société, d'une dénomination sociale peut avoir derrière une conséquence, peut entraîner des poursuites éventuelles de concurrents qui ont, eux, déposé, qui ont cette antériorité. Donc, c'est vraiment un sujet fondamental de façon à vous lancer de façon en étant serein, en fait, pour le lancement de l'entreprise. Oui, oui, absolument, absolument. J'aurais juste à rajouter, si toutefois, voilà, je ne sais pas si vous avez encore cette information, mais on devrait aussi réintervenir dans le courant du mois de mai avec l'incubateur aussi de GAP. Donc voilà, on va essayer de multiplier. Puis le jour où on pourra venir, voilà, ce sera avec plaisir qu'on pourra organiser soit des rendez-vous en présentiel, soit on peut organiser ça pour qu'on ait une présence. C'est vrai qu'on est un peu éloigné, hein, donc bon, que l'on essaie d'avoir une présence un peu plus importante côté Alpes en tout cas. En tout cas, merci. Vous êtes rendu disponible pour cet atelier qui sera aussi totalement revisionnable, on va dire, hein, par d'autres porteurs de projets qui n'ont pas pu forcément être réunis, Oui. être présents ce matin. En effet, avec l'incubateur GAP et puis peut-être d'autres pépinières, hein, Oui. que ce soit à Briançon, Altipolis, Luceo, enfin, il y a plusieurs pépinières sur le territoire. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet tellement essentiel que ça nécessite une sensibilisation forte de l'ensemble des acteurs. En tout cas, c'est un sujet lorsque la CCI accompagne les porteurs de projets qui ne nous échappe pas et on sensibilise vraiment les porteurs sur le rapprochement avec l'INPI et vos services. Et entre autres, on valorise aussi le site de l'INPI dont vous parliez tout à l'heure, qui en effet est très, très riche et très dense en informations, surtout très facile d'utilisation, très intuitif. Donc, je vous remercie vraiment, mesdames, d'avoir pris ce temps pour partager votre offre de service et sensibiliser l'ensemble des participants à ces sujets, encore une fois, qui peuvent avoir un impact s'ils n'ont pas été appréhendés préalablement. Oui, oui, je pense aussi, pour finir, c'est autant important de votre côté, hein, nous aussi, on se fait le relais et l'écho d'être très, très, très bien accompagnés avant la création de l'entreprise. Donc, autant nous, voilà, ce sera gagnant-gagnant, vous renvoyer du monde pour que, voilà, c'est votre métier, hein, le but, c'est d'être super bien accompagné avant la création de l'entreprise. Et puis, nous, effectivement, continuer sur la sensibilisation par rapport au projet et pour le reste. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci et puis, très bonne continuation à vous. Au revoir à Marion et à Oui, Olivier. au revoir. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.